Bonjour, professeur Diakité. Merci de nous avoir accueillis dans ce très beau campus de l'Université Saint-Joseph de Macao. Bonjour madame, merci Voilà, beaucoup. donc d'abord, pouvez-vous nous présenter brièvement votre parcours avant d'arriver à Macao? Merci beaucoup pour cette question. En fait, avant d'arriver à Macao, j'étais en Égypte, et plus précisément au Caire, où je faisais mes études en droit des affaires à l'Institut de droit des affaires internationales, qui est une filière juridique de la Sorbonne au Caire. Et je crois récemment, ils ont changé de nom, ça s'appelle maintenant l'école de droit de la Sorbonne. Donc, j'ai quitté la Guinée en 2002 pour venir au Caire pour faire mon cursus maîtrise. Donc, j'ai commencé en 2002 et j'ai fini en 2004. Et après mon cursus au Caire, à la Sorbonne, je suis venu directement à Macao. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi Macao pour faire vos études de master? Merci pour cette question. En fait, la raison est très simple, mais en même temps compliquée. Quand j'étais au Caire, j'étais beaucoup plus impliqué dans la vie associative. Donc, avec mes amis de classe, on a créé ce qu'on appelle le Club OADA en 2006. Et le 10 avril 2006, on a organisé la première conférence, en fait, pour la promotion du droit des affaires au Caire. Donc, cet événement a été organisé par le Club OADA, dont j'étais l'un des membres fondateurs au Caire. Et on a eu deux professeurs qui sont venus de l'Université de Macao. Euh, Ils sont venus présenter leur communication, l'un sur le droit européen et l'autre sur il a partagé l'expérience de l'harmonisation dans le contexte européen. Mais il y avait l'autre professeur qui aussi était beaucoup plus intéressé sur le droit africain. Donc lui, il a aussi présenté sur le thème relatif au droit OADA. Donc j'ai pris connaissance avec ces deux professeurs. Et naturellement, quand j'ai fini mon cursus maîtrise, je voulais aller comme tous les autres étudiants et surtout le système nous permet parce que l'école doctorale nous donnait l'option de continuer en France et faire le master à la Sorbonne. Donc j'ai voulu utiliser cette option, mais malheureusement, ça n'a pas marché pour des raisons de visa. On me demandait en ce moment d'avoir un montant que je n'avais pas dans mon compte bancaire pour pouvoir faire la demande de visa. Donc j'étais un peu dans ce dilemme, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire, repartir en Guinée ou bien tenter encore d'aller en France ou peut-être rester au Caire, faire le master. Donc j'ai été bien conseillé par mon oncle qui m'a dit d'activer mon réseau à Macao. Donc ce que j'ai fait, j'ai contacté les deux professeurs, ils m'ont dit de faire la demande. Heureusement, eux aussi, ils étaient dans la période d'inscription. Donc, j'ai envoyé ma demande et j'ai été accepté. J'ai eu la réponse très facile, très rapidement et j'ai été accepté pour venir faire mes études à Macao. Et en ce moment, on m'a admis avec une bourse partielle. J'avais une bourse partielle, mais avec le temps, je me suis battu pour avoir une bourse complète pour étudier à Macao parce que ce n'est pas chose facile de venir étudiant sans avoir une bourse, c'est pas facile. Donc, en fait, c'est un peu le destin qui vous a aidé de choisir Macao parce que, en fait, à l'époque, quand vous étiez encore au Caire, vous avez trois options. Option France, option continuer en Égypte et Macao. Ouais. Et Macao n'était pas un choix très évident. Non, non, pas du tout. C'était pas un choix évident parce que on connaît pas bien Macao. On connaissait pas bien Macao. Je connaissais pas bien Macao. Je savais même pas où se trouvait Macao. Nous, je dirais pas tous les Africains, hein, mais bon, en Guinée, les jeunes de ma génération, quand on parle de la Chine, en fait, on connaît plus Hong Kong. Mhm, Parce qu'avec des films qu'on regarde à la télé, de Bruce Lee, de Jackie Chan, donc mhm. on connaît mieux Hong Kong. Et surtout quand on regarde euh, aussi Pékin était là, on connaissait Pékin Mhm. aussi. Bon, mais Macao était méconnu complètement, était méconnu complètement. Et même maintenant, hein, pas beaucoup de gens qui connaissent Macao.
Donc, c'est vrai, mais j'avais que ces deux choix, peut-être rester au Caire, continuer, parce que l'école doctorale de la Sorbonne offrait une option de faire le master après le cursus maîtrise, ou bien repartir au pays, comme les autres, comme certains de mes amis ont fait, ils sont repartis au pays, après ils ont cherché d'autres opportunités. Moi, j'ai insisté, je dis, bah, je vais voir Macao, qu'est-ce que ça... Donc, en ce moment, heureusement, il y avait YouTube, donc je suis parti sur YouTube pour voir à quoi ressemble Macao. Donc, ça m'a donné une petite idée, et de voir aussi le campus de l'université où j'allais étudier. Donc, j'étais encouragé, j'avais eu cette motivation à essayer à venir à Macao et voir ce que ça donne. Bien que j'avais un peu peur en ce moment à cause de la langue, parce que les cours étaient dispensés, les cours sont dispensés en anglais, et moi je viens d'un cursus où le français est la langue de communication. Donc, et j'avais même pas les bases de l'anglais. Bon, on avait le cours d'anglais, mais on ne s'adonnait pas beaucoup quand on était étudiant. Donc, bien sûr, on a payé le prix pour ça. J'ai payé le prix pour ça. Donc, il y avait cette peur-là de venir à Macao, vu que le cours était en anglais. Mais j'ai pris, j'ai vraiment décidé de me lancer, d'avoir le courage de me lancer. Comme on le dit souvent, qui ne tente rien n'a rien. Donc, j'ai essayé de tenter pour voir ce que ça donnait aujourd'hui. Je suis vraiment content d'être à Macao ici. D'accord. Et à quoi ressemblait la ville de Macao à l'époque? C'était en 2006, En votre... 2006, Macao, vous imaginez le contraste que quelqu'un qui vient du Caire avec 15 millions d'habitants, le Caire seulement, et qui vient dans une ville comme Macao, qui avait une population de 500 000 habitants. Donc, le contraste, il est là, il y a trop d'espace. Alors qu'au Caire, quand on rentre dans le métro, on se bouscule pour entrer dans le métro. Partout, il y a du monde. Et tu viens à Macao, tu comptes les gens sur la route. Donc, il y avait ce contraste déjà quand je suis venu. Et le deuxième, c'est que je venais d'un pays, vous savez, le Caire, c'est un pays musulman. Hmm. Donc, je viens dans un autre pays et dans une autre région, Macao, où les réalités sont complètement différentes, le mode vestimentaire et autres là. Donc, c'était un petit peu un choc pour moi. Bon, mais au fil du temps, bien sûr, je me suis intégré. D'accord. C'était compliqué. Mais en fait, vous avez fait vos études de master et doctorat dans deux établissements à Macao. D'abord à l'université de C'était de Macao, Macao. ensuite c'est l'université Saint-Joseph. Tout à fait. Et vous avez choisi de rester dans l'université Saint-Joseph après avoir obtenu votre diplôme de doctorat. Oui. Alors pourquoi vous avez fait cette décision? C'est une décision qui vous est venue tout naturellement? Voilà, juste une précision. J'avais commencé d'abord à travailler à l'université pendant que je faisais mon doctorat. Ah. Donc, quand j'avais fraîchement fini mon master, j'ai eu cette opportunité de travailler ici. Opportunité qui m'est venue grâce, bien entendu, aux efforts de formation, à mes efforts de formation. Parce que quand je faisais mon master, j'ai fait beaucoup d'études à part, de certification. Je suis parti à Genève, aux Nations Unies, pour un programme de formation. Et en même temps, il y a des formations en arbitrage, en règlement des conflits. Donc, j'ai vraiment essayé de nourrir, j'ai essayé de nourrir mon CV, de renforcer mon CV à tel point que je sois attractif pour le marché de l'emploi. Donc, dès qu'il y avait cette opportunité, j'ai postulé, on m'a accepté, donc j'ai commencé à enseigner ici. En même temps, je faisais mon doctorat. Et une information utile à vous donner, c'est que en ce moment, l'université était dans un élan de créer un centre de recherche et de développement sur l'Afrique, qui devait se focaliser sur la relation Chine-Afrique. Donc, vous comprendrez par là pourquoi mon doctorat était sur la Chine-Afrique, parce que j'avais obtenu la coordination de ce centre-là, tout jeune. En ce moment, bon, on a eu confiance en moi, on m'a confié le centre pour coordonner, pour faire la coordination du centre. Et on a organisé notre première conférence, en fait, à Macao sur la Chine-Afrique. La première conférence sur la Chine-Afrique, ça a été organisé par notre université et par le centre que je dirigeais.
On a eu pas mal de participants qui sont venus partout dans le monde pour participer à la conférence. Donc, bref, c'est comme ça, j'ai commencé aussi à travailler sur la Chine-Afrique pour mon doctorat. Et ça, c'était en 2009. Donc, j'ai été recruté par l'université en 2009 et j'ai fini mon doctorat en 2016. Donc, vous voyez déjà. Donc, j'ai fini mon doctorat en 2016 et entre-temps, le centre, avec cette restructuration, il y a eu quelques restructurations au sein de l'université. Donc, il y avait les centres qui ont été fusionnés. Donc, je suis passé du coordinateur du centre d'études africaines au coordinateur du centre d'études sociales et juridiques et par la suite chef de département droit et politique publique. Donc, c'est cette fonction que j'occupe présentement à l'université. Est-ce que vous n'avez jamais pensé à faire carrière ailleurs? Pourquoi vous avez choisi de rester toujours à Macao? Ouais, ben, ça c'est une importante question. Ça c'est une question très très importante. Pourquoi? Parce que au début, j'ai toujours pensé être un avocat parce que j'ai une formation de droit, en droit. Donc, formation de juriste. Donc, je voulais être avocat, hein, c'est ça. Et justement, quand je devais partir en France, pourquoi je voulais en fait partir en France, c'était pour aller en France, faire mon étude de mon master, mais également faire aussi mon examen pour le barreau. Donc, comme cette option n'était pas possible, donc je ne pouvais pas être avocat et à Macao, c'est un peu difficile parce qu'il faut parler le portugais ou le chinois pour faire l'examen du barreau et ce que je ne pouvais pas. Maintenant, l'autre option, c'était quoi? J'ai pensé beaucoup aux organisations internationales en fait parce que mon deuxième choix, c'était avocat ou travail dans les organisations internationales, soit les Nations Unies ou toute autre institution affiliée aux Nations Unies. Donc, et bon, étant jeune, c'est pour cela, en fait, en 2007, je suis parti aux Nations Unies à la formation qu'on appelle le Graduate Study Program en 2007. Donc, c'était déjà pour m'ouvrir les voies à ce monde des organisations internationales. Bon, mais ce n'était pas aussi facile. Il faut, avec l'âge, il y a des programmes, tu peux participer quand tu as moins de 30 ans, mais quand tu as plus de 30 ans, c'est plus facile. Donc, il y avait ces barrières-là. Donc, et l'autre option que j'avais, c'est peut-être avoir accès à des positions de manager dans les organisations internationales. Et ça demande beaucoup d'expérience. Donc, ce qui fait que j'ai laissé cette option et je me suis concentré sur mon travail de professeur que j'adore bien parce qu'on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Et aller ailleurs, oui, bon, je travaille avec l'Université de Malaisie. Je suis ce qu'on appelle adjunct researcher à l'Université de Malaisie. Donc, déjà, c'est une opportunité pour pouvoir servir ailleurs aussi, tout en étant à Macao. Parce que Macao nous offre l'environnement dans notre université, c'est l'environnement, comme je vous avais dit, c'est un environnement agréable, mais également, j'ai gravi les échelons. Hein, j'ai gravi les échelons, arrivé à un niveau qui est chef de département, donc ce qui est le fruit de la reconnaissance de mon travail, bien entendu, à l'université. Donc, peut-être aller ailleurs, il faut aller avec la même position, pas moins que ça. À partir de zéro. Voilà, donc on peut pas. Et je travaille avec des collègues qui sont vraiment gentils. L'environnement à l'université, c'est vraiment un environnement convivial. Tout le monde me connaît, hein, tout le monde me connaît à l'université. Donc, j'ai de bonnes relations. Donc, pour moi, ça va, je me plais bien ici et je peux rester ici, mais aussi donner des cours ailleurs. Donc, c'est ça, c'est l'option que j'ai choisie pour le moment. Alors, à quoi ressemble votre quotidien, votre vie au quotidien à Macao? Bah, ma vie quotidienne, vous savez, Macao, c'est une petite ville. On peut faire tout, hein. En 2 heures. Voilà, en 2 heures. Donc, d'abord, le matin, c'est déposer mes enfants à l'école. Et après, je viens au travail. Je suis très régulier au travail. Je viens de 8h15 souvent. Je rentre à 20h, 22h.
à la maison. Entre la mi-journée, je dois récupérer les enfants à l'école, les amener à la maison et après revenir au boulot encore. Parce que moi, j'enseigne souvent la nuit. Bon, pour le cursus, le cursus maîtrise, le bachelor, c'est la journée. Donc souvent, c'est de 9 h à 11 h. Et après, j'ai mes recherches à faire. Également, la nuit, j'ai cours à donner. Donc, il y a des conférences, il y a des séminaires à participer. Donc, sur le plan professionnel, c'est ça, ça ressemble. Mais du point de vue de la famille, j'amène mes enfants à l'école le matin, je les récupère l'après-midi. Des fois, ils doivent aller au centre d'apprentissage. Donc, et le week-end, en fait, c'est la famille. Donc, on reste en famille, on déjeune ensemble. Également, les enfants ont des cours de natation pendant le week-end. Donc, je les amène dans les cours de natation. Et à part mes obligations familiales, mais aussi, je suis coach d'une équipe de football. Ah, Donc, bon, c'est l'équipe des vétérans, hein, c'est pas l'équipe professionnel. voilà, des professionnels. Donc, comme moi, j'ai joué football amateur. Même maintenant, je joue, ça dépend de mon calendrier. Donc, le week-end, souvent, on a un match, ou soit on a des entraînements. Donc, je vais entraîner l'équipe des vétérans. Bon, l'équipe des vétérans, c'est 40 ans plus. Donc, voilà. Et maintenant, on va se concentrer un peu sur Macao Oui. parce que bientôt, en fait, cette année, on célèbre le 25e anniversaire du retour de Macao à la mère patrie. Oui. Est-ce que la rétrocession de Macao en 1999 a changé son positionnement mondial, d'après vous? Bah, bien sûr, ça a changé. Je dirais qu'il y a une continuité dans le rôle de Macao étant une colonie portugaise avant. Donc, Macao, après la rétrocession, a toujours servi de pont entre la Chine et les pays lusophones. Quand je parle de pays lusophones, c'est le Brésil, le Portugal. Il y a aussi les pays africains. Le Mozambique. Mozambique, Cap-Vert, Angola, São Tomé, Timor également, en Asie. Donc, Macao sert de pont pour la Chine, en fait. Et quand on parle de positionnement international, je pense que c'est une relation internationale en soi. La relation de la Chine et les pays lusophones est une relation internationale. Donc, Macao joue un rôle important dans ce domaine-là. Donc, je trouve que Macao sert, bien entendu, la Chine en essayant de faciliter cette relation économique, culturelle entre la Chine et les pays lusophones. Donc, je sais que vous êtes au courant certainement. Il y a pas mal d'événements que Macao organise pour pouvoir renforcer ces relations culturelles et économiques entre la Chine et l'Afrique. Ne serait-ce que récemment le Festival de la Lusophonie, qui est un événement culturel qui se répète chaque année. Mais également sur le plan économique, il y a aussi le rôle que le Forum de Macao joue comme étant cet espace économique qui essaye de faciliter, qui crée un environnement de rencontre entre les investisseurs chinois et les investisseurs des pays lusophones. Donc, Macao joue un rôle important. Mais à part ça aussi, en tant que tel, Macao aussi a un positionnement international. Macao organise beaucoup d'événements internationaux, beaucoup d'événements qui ont un caractère international. Il y a le MIF, par exemple. C'est l'événement sur la promotion des investissements et le commerce. Donc, qui est organisé par le Bureau du commerce et d'investissement de Macao. Chaque année, il y a le MIF qu'on organise, Macao Investment Fair, Investment and Trade Fair. Donc, c'est la foire de commerce et d'investissement de Macao qu'on organise chaque année. Et là, vous voyez des investisseurs venir partout dans le monde, dans la région surtout, et qui viennent exposer leurs produits et qui viennent sceller des accords avec d'autres entreprises ici. Et voilà, donc il y a ce dynamisme-là qui est là à Macao et qui est conduit par le gouvernement de Macao, bien entendu, et ses institutions. Mais également, sur le plan du sport, par exemple, il y a le marathon international qu'on a eu la semaine passée. Donc,
il y a beaucoup de choses que Macao est en train de faire pour pouvoir se positionner sur le plan international. Sur le plan international, quand je suis sur le plan international, sur le plan plus précisément dans certains secteurs, le secteur culturel, économique également, mais aussi sur le secteur en termes de commerce également. Donc, Macao joue un rôle sur ce plan. Et vous avez entendu aussi le projet ou bien la construction de la région de la Grande Paix, Guangdong, Hong Kong, Macao. Oui. Ça a été lancé en 2019. Et quelle est votre impression sur cette construction? C'est une sorte d'intégration Économique. pour toute la région. Oui, oui, Hein. oui, tout à fait. C'est une intégration qui regroupe, je dirais, 11 villes, y compris les deux régions administratives autonomes, là, Macao et Hong Kong. Déjà, vous savez, la Chine a toujours été intelligente en mettant, en essayant des essais. Donc, on a vu des zones spéciales économiques avec Shenzhen et autres là. Donc, maintenant, c'est la Grande Baie qui est aussi une façon de voir comment ces 11 villes-là peuvent intégrer leur économie en fonction des avantages comparés de chacune des villes. Donc, Macao s'est identifié, bien évidemment, dans le domaine du tourisme, le jeu, mais aussi a joué pendant longtemps ce pont entre la Chine et les pays lusophones. Donc, je trouve que le rôle de Macao dans cette initiative économique d'intégration ne peut servir qu'à l'intégration, simplement parce que Macao pourra, comme on appelle ça, s'appuyer sur ses acquis en termes de relations avec les pays lusophones pour pouvoir renforcer cette relation entre la Chine et les pays lusophones encore à travers cette initiative, mais également, comme Macao est connu en tant que région touristique, donc c'est un secteur aussi que Macao aussi peut apporter dans cette initiative d'intégration. Et dans le loisir, dans le jeu, c'est aussi Macao se fait reconnaître. Donc je pense que Macao aussi a un rôle important à jouer dans cette intégration en apportant tous ses acquis en termes de tourisme, en termes de jeux, en termes de relations avec les pays lusophones. Macao peut apporter ces acquis-là dans cette intégration. Et quel est votre message pour le 25e anniversaire de la rétrocession de Macao à la mère patrie? Et considérez-vous comme cette année comme un nouveau départ pour Macao et pour la région de la Grande Paix? Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, mon message, je dirais, c'est un message de félicitations, un message d'encouragement aux autorités de Macao. Et plus précisément, on a un nouveau chef de l'exécutif qui vient d'être nommé et à les encourager à continuer dans l'élan. Parce que Macao a vraiment réussi dans ce qu'elle fait. Hein. Elle a vraiment réussi, la ville a vraiment réussi à faire ce qu'elle fait. Ne serait-ce que quand on voit le produit intérieur brut de 2006 à maintenant, n'est-ce pas? Quand on voit tout ce qui est fait pour la communauté, pour la population de Macao, en termes d'avantages sociaux, mais aussi en termes d'opportunités économiques qui est créée, je trouve qu'on ne peut qu'encourager le gouvernement de Macao à prospérer dans ce domaine-là, à faire plus également, et féliciter la population de Macao parce que simplement, la population de Macao est une population paisible et vraiment accueillante. Nous, les étrangers, franchement, on se sent mieux ici. Hein. On ne se sent pas discriminé, on ne se sent pas mis à l'écart. Donc, on s'intègre très facilement dans cette communauté. Donc, je pense que cette mentalité doit être soutenue, doit être renforcée pour que Macao soit ce qu'elle est aujourd'hui. Il a fallu tout ça. Il a fallu que cette population soit une population accueillante. Il a fallu que le gouvernement de Macao puisse se battre pour sa population. Parce que je sais vraiment, la population de Macao est au cœur des projets et des programmes du gouvernement de Macao. Donc, je ne peux que féliciter le gouvernement, les encourager à continuer à faire plus que ce qu'ils ont fait, à se surpasser et à être prêts
parce que nous sommes dans un monde où tout est intégré à cause de la mondialisation, mais aussi tout le risque de désintégration est là également à cause de cette mondialisation. Ça dépend de la position, ça dépend des moyens qu'on se donne pour faire face à la compétition qui est là. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de pays autour de Macao qui ont le jeu, qui ont le casino, donc il faut que Macao se renforce bien. Mais aussi, il faut également que aujourd'hui, cette idée de diversification de l'économie, parce que ça, c'est un point très important à mentionner. Aujourd'hui, Macao compte diversifier ses économies parce qu'on a su, à travers le choc de la pandémie, mais également même le choc de 2008, que le secteur qui est le secteur du jeu ne peut pas être le seul secteur sur lequel on peut se reposer. Donc, il faut diversifier. C'est pour cela ce plan du chef de l'exécutif 1+4 qui consiste à diversifier dans différents secteurs tels que l'industrialisation, la médecine, mais également la recherche, la technologie. Donc tout ça, ces domaines-là que Macao compte vraiment faire quelque chose pour le futur, bah, je dirais que simplement qu'ils se donnent les moyens, parce que ce n'est pas facile, hein, nous sommes dans une compétition. Il faut que Macao se donne les moyens pour vraiment pouvoir participer à cette diversification dans les meilleures façons et pour que la population puisse bénéficier. Et en fait, tout à l'heure, vous avez cité en fait le plan de diversification de son économie, Oui, surtout avec l'arrivée du nouveau chef oui. exécutif, qui est d'ailleurs pas un professeur, un professionnel de droit, Un en professionnel droit. de droit, oui. Voilà. En fait, là, en fait, surtout avec votre expérience, je pense que pour réaliser ce plan-là, il faut vraiment attirer les talents internationaux. Alors, vous travaillez dans les campus, travaillez avec les jeunes talents, vous formez les talents. Alors, quelle est votre, comment dire, votre méthode ou bien votre conseil pour réaliser ce plan de la diversification de l'économie de Macao? Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Je m'attendais à ça. Macao, qu'est-ce qu'il faut pour que ce plan de diversification puisse marcher? C'est vrai qu'il faut une intervention de tous les acteurs, que ce soit académique, mais aussi le privé, que ce soit les entreprises, tout le monde doit participer. Parce que quand on veut diversifier une économie, il nous faut déjà former les ressources humaines. Mm. Il faut avoir des ressources humaines qui vont, parce que ce sont les ressources humaines qui vont contribuer à la diversification de l'économie, à créer des opportunités dans d'autres secteurs qui peuvent apporter à l'économie, n'est-ce pas? Mm. Donc aujourd'hui, bien que l'offre qu'on a aujourd'hui à Macao, c'est limité, je trouve qu'aujourd'hui, Macao est en train, déjà, le gouvernement a mis en place une politique d'attraction des talents. Mm. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire la demande en fonction de leur domaine de compétences. Ils peuvent, et aujourd'hui, cette politique-là, elle est encore souple parce que vous n'avez pas besoin d'être ici à Macao pour pouvoir servir. La politique te permet d'être aux États-Unis, en France, et également servir Macao dans les meilleures façons. Donc déjà, on a cette structure en place. On a une politique en place déjà. Mais c'est la mise en œuvre de la politique qu'il faudra vraiment travailler. Donc, c'est vrai que nous, à notre niveau, dans les universités, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, et ça a toujours été notre cas, on essaie toujours de former les étudiants de telle sorte que les étudiants puissent participer à l'édification de la société. Donc, nos programmes aujourd'hui qu'on a, ce sont des programmes, ce qu'on appelle, tous nos enseignements, c'est fait sur la base des projets. Donc, les étudiants doivent faire des projets, ils doivent s'inspirer des réalités, de ce qui se passe dans la société, monter des projets là-dessus, et voir que ce soit dans le secteur des affaires, que ce soit dans le secteur, dans la société civile. Donc, on essaye autant que faire se peut de former nos étudiants. Ça, c'est nous dans le domaine académique, n'est-ce pas? Bon, mais aussi, je trouve que les entreprises aussi sont en train de faire la même chose en essayant de former les employés dans la diversification des tâches,
Donc, tout ça là, ensemble, je pense que ça pourra aider. Ça pourra aider. Dernière question concernant les jeunes Africains, parce Oui, que vous étiez jeune quand vous êtes venu pour la première fois à Macao et vous avez fait une carrière exceptionnelle à Macao. Félicitations pour merci, votre merci. parcours. Alors, quel est votre message ou bien votre conseil pour les jeunes Africains qui souhaitent faire une carrière ou bien dans leur pays ou bien international? Voilà. Donc, mon conseil, je le prodiguerai, il y a deux niveaux. Mon conseil sera à deux niveaux. Le premier niveau, d'abord, c'est de faire le choix de ce qui peut aider le pays, le choix d'études. Parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui étudient dans des domaines, mais au finish, ils se retrouvent au chômage. Ah, Parce que ça aussi, je pense que c'est un peu la responsabilité de nos gouvernants. Il faut adapter le système académique à la réalité. mm, mm, Parce que nous, c'est quoi notre rôle en fait, en tant qu'éducateur? Notre rôle, c'est de former les gens pour pouvoir faire face aux problèmes quotidiens de la société, mm, quel que soit leur rôle, qu'ils soient médecins, qu'ils soient philosophes, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient juristes, c'est ça, mm. en fait. Donc, mais il faut, l'offre qu'on donne à ces étudiants-là, il faut que ce soit une offre qui correspond à la réalité des problèmes. C'est-à-dire les problèmes qui existent, on forme des gens. Sinon, il y a quelqu'un qui le dirait que nos écoles forment des chômeurs, n'est-ce pas? Et c'est une réalité. Mm. Donc, il faut en fait une refondation du système éducatif en Afrique, dans beaucoup de pays africains. Je trouve qu'en Guinée, récemment, le nouveau ministre de l'Éducation, il est en train de travailler là-dessus. Et le gouvernement en place, en fait, est en train, en a fait une priorité, euh, la refondation du système éducatif. Donc, ils sont en train de travailler. Donc, moi, je les encourage pour ça. Maintenant, les étudiants qui veulent venir en Chine pour étudier, moi, je dirais simplement, parce qu'on a souvent cette mauvaise appréhension en pensant que étudier en Europe, c'est la meilleure façon de servir son pays. Bien que ces préjugés sont nourris par les réalités locales, parce que quand tu viens de la France, peut-être tu es mieux vu, ou que quand tu viens des États-Unis, tu es mieux vu dans un entretien que quand tu viens de la Chine. Mais ce qu'on oublie en fait, les formations en Chine, c'est une formation dynamique. Quand je dis dynamique, c'est une formation qui pousse les étudiants à aller au-delà du livre, en fait. Mm. Comme je vous ai dit, notre université ici, c'est ça, en fait, notre credo. C'est comme on appelle en anglais project-based learning. Mm, mm. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour que les étudiants soient quelqu'un, en fait, pour qu'ils sortent de l'université avec une formation. Donc, en Chine, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas nous seulement, notre université Saint-Joseph, mais aussi pas mal d'universités en Chine aussi sont dans ce domaine-là. Donc, ce n'est pas la peine de voir la Chine comme étant un pays où on fabrique les habits, ceci, cela, pour envoyer en Afrique, mais la Chine aussi fabrique des intellectuels. La Chine fabrique des intellectuels qui sont compétitifs. Les programmes sont compétitifs. Les programmes sont compétitifs en Chine. Et aujourd'hui, par exemple, notre université, nous avons à peu près plus de 50 staff qui viennent de pays différents, de nationalités différentes. Donc, il y a cette internationalisation. Dans beaucoup d'universités aussi chinoises, il y a cette internationalisation. Donc, je pense que venir en Chine pour étudier, c'est une très bonne chose parce que la Chine est une puissance mondiale. Étant une puissance mondiale, aujourd'hui, certainement les gens n'y croient pas, mais demain, qui sait, apprendre le chinois, ça sera une obligation. Donc, pour ceux qui anticipent, je trouve qu'eux, ils auront un meilleur avenir dans le futur. Venir apprendre le chinois, c'est le conseil que je donne à tous les étudiants africains. Parce que la Chine, c'est le futur. La Chine, c'est demain. La Chine, c'est demain en Chine, mais aussi la Chine, c'est demain en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier pays, l'un des premiers pays, grands partenaires des pays africains, y compris la Guinée. Donc, je pense que comprendre le pays partenaire, le premier pays partenaire, c'est mieux parce qu'on apprend à travailler avec le pays. En fait, c'est connecter avec la réalité et Tout à connecter fait. avec le futur. Tout à fait.
D'accord. Tout à fait. OK. Merci, monsieur Diakité. Merci, professeur, pour cette belle leçon dans le campus de Merci. l'Université Saint-Joseph. C'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier. Comme je vous ai dit, le plaisir est le mien et je suis très honoré d'être un de vos intervenants dans notre campus qui est Quand l'un des même très plus neuf. beaux, voilà, neuf. On a commencé en 2017, donc c'est tout nouveau. Et je pense que je suis le premier à faire l'entretien à la terrasse ici. Donc, merci une fois encore et dans l'espoir de vous revoir dans d'autres occasions où on parlera d'autres choses également. Merci, Merci. professeur.